Donc, je crois que c'est parti, j'ai l'impression. Bonjour à tous, c'est notre dernier grand round de l'année, particulièrement intéressant ce soir, puisqu'il va être question de la prise en charge moderne, vous avez remarqué les guillemets, d'une masse hépatique, mais je crois que ce n'est un secret pour personne, hein, ça avait été diffusé et on va parler ce soir de cholangiocarcinome intrahépatique. Alors, pour mener la danse, le docteur Pierluigi Romano, qui est médecin à Paul-Brousse, donc au centre hépatobiliaire à Villejuif, il présente un dossier qu'il a préparé avec Nicolas Gols et René Adam. Donc, ils vont jouer tous les deux, Nicolas Gols et René Adam, le rôle de modérateur en quelque sorte. Et pour animer la discussion du dossier, a été choisi un expert. Et ce soir, il s'agit du professeur Ahmed Ayav, qui est chirurgien hépatobiliaire à Nancy. Pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, ils sont probablement très rares. Voilà, alors, Pierre Luigi, tu as maintenant la parole, tu prends la main et tu démarres. Merci en tout cas. Merci beaucoup, monsieur Musulman. Et bonjour, je suis ici. C'est un plaisir d'être ici en honneur. Je veux d'abord remercier l'IGL pour soutenir cet événement. Et après, j'aimerais de remercier les experts, monsieur Adam et monsieur Aya pour être ici. Et le docteur Goetz pour le support qu'il m'a donné euh, pendant le parcours. Aujourd'hui, je vais parler de cette prise en charge moderne dans masse hépatique. L'histoire débute en consultation avec un patient qui arrive avec un douleur hypochondroïde droit persistant. C'est un homme de 73 ans avec des discrètes altérations de l'état général et numereuses comorbidités. Dans les antécédents médicaux, on peut voir surtout des problèmes cardiologiques. Ça, c'est les scanners avec lesquels il est arrivé en consultation. Et on peut clairement voir cette masse hépatique ou dôme hépatique. Encore une fois, doucement, on va voir la lésion. Dans la prochaine diapo, on va montrer un petit peu la cinétique de la lésion. On va voir qu'il va prendre du contraste à la périphérie, au temple artériel, qu'il va rehausser du temple portal et il va devenir hypodense au temple tardif. Par contre, il y a une zone centrale qui est de cette lésion qui ne va pas prendre des produits de contraste jusqu'à qu'à la phase tardive. Et il faut penser à une zone de nécrose ou fibro. Donc, dans ce contexte, avec cette argumentation, j'aimerais savoir dans les experts qu'est-ce que vous pensez pour être la principale hypothèse diagnostique. Euh, Merci Pierre-Luigi. Là, je vais prendre la parole parce que tu me poses la question. Effectivement, on voit que ce patient, il a une volumeuse masse au dos du foie qui envahit le tronc commun veine hépatique médiane, veine hépatique gauche. J'ai l'impression, même si ce scanner est passé un peu vite, qui vient lécher la face latérale gauche de la veine hépatique droite. Et c'est une lésion qui est fibreuse, hein, qui prend le contraste, comme tu as parfaitement décrit, en périphérie, avec une zone centrale qui ne prend pas le contraste. À partir de là, c'est une tumeur fibreuse hépatique, deux hypothèses principales, le cholangiocarcinome intrahépatique, mais également la métastase hépatique d'un cancer colorectal, qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut toujours rechercher, je pense, chez un patient de 73 ans. Je crois qu'il n'a pas d'antécédent digestif, mais malgré tout, il faut se poser la question, je pense. Ce que vous aviez évoqué, vous aviez évoqué d'autres choses. Donc, ce que vous avez dit, c'est parfait et on a pensé les mêmes choses. La première hypothèse diagnostique qu'on avait fait, c'était un cholangiocarcinome intrahépatique, bien sûr, pour la cinétique, pour l'image qu'on avait.
Et juste pour les plus jeunes, je veux rappeler des petites notions sur les cholangio, que c'est un tumeur du foie qui origine dans les canalicles à partir du deuxième ordre. C'est le deuxième cancer primitif pour fréquence du foie. Et elle a une nature très agressive et une résistance très importante au traitement. Et maintenant, il y a une augmentation de l'incidence et de la mortalité bien sûr, dû même à l'amélioration des techniques diagnostiques. Donc, maintenant, on avait la première hypothèse et on va savoir qu'est-ce que vous voulez faire, en biopsie ou pas, que c'est toujours un argument débattu. La question est de savoir est-ce qu'il y a une place à la biopsie d'un cholangiocarcinome intrahépatique si on Mhm. retient ce diagnostic. Je crois que dans la littérature, pour les lésions résécables, il n'y a pas tellement de place. Après, la question va se poser, je pense que ça va être, c'est là où tu veux revenir dans ton dossier, mais je laisserai peut-être Nicolas et Monsieur Adam donner leur avis. Et la question va se poser si on se pose la question d'un traitement néoadjuvant, quel qu'il soit, que ce soit chimiothérapie ou autre, parce que comme vous savez, vous connaissez tous l'adage des oncologues, hein, pas d'anapathe, pas de chimio. Donc la question va se poser, si on se pose la question d'un traitement néoadjuvant, qui peut être débattu, dont les modalités peuvent être débattues également. Donc, vu cette lésion, alors, qui est, qui est une très grosse lésion, avec un contact vasculaire quand même qui n'est pas négligeable, avec un risque de résection R0 doit être l'objectif principal. Et on peut se poser des questions. Et si on s'oriente dans la stratégie thérapeutique vue chez le patient, si on s'oriente vers un traitement néoadjuvant, je propose une biopsie. Dans le cas contraire, non. Ok. Mhm. Argumentations sont parfaites, messieurs. Et bien, le message qu'on veut lancer, c'est que dans notre contexte, les tumeurs, c'est un tumeur primitif du foie qui c'est résécable d'emblée. Ici, sur la gauche, on peut voir cette flowchart et on est exactement dans les gauches. C'est un tumeur résécable. Ok. Et donc, dans cette contexte, la biopsie, c'est raisonnable d'éviter la biopsie. Mais bien sûr, c'est un contexte particulier parce que c'est un tumeur volumineux, c'est un tumeur très proche à les vaisseaux et surtout sur un patient fragile. Donc, on a pensé à l'utilisation de la thérapie adjuvante. La biopsie, dans ce contexte, il a quatre buts principaux, que c'est la confirmation du diagnostic, c'est la distinction dans les sorties tumoraux, Alors, surtout on dans les... n'entend pas bien là ton- Vas-y, vas-y. Vous m'écoutez? Oui, c'est bon. Donc, je dis que la biopsie, elle a quatre bouts principaux, que c'est bien sûr la confirmation du diagnostic, la distinction des sous-types, les possibles études moléculaires et bien sûr l'étude de les fois non tumorales. Mais on doit toujours réfléchir sur les bénéfices et les risques parce que la biopsie, elle a toujours des risques de saignement, de la création des fistules artériopортales, l'immobilie et même des complications oncologiques comme la dissémination tumorale pendant les gestes. Donc, dans les contextes de l'écholangération, c'est important même de différencier des sous-types. Parce que maintenant, on savait qu'il y a l'association des différents sous-types, il y a un pronostic plus défavorable. Et donc, c'est un raison en plus pour penser parfois de faire une biopsie. Dans ce contexte, on avait fait la biopsie. Et dans la biopsie, c'est sorti un foie non tumoral légèrement stéatosique et un adénocarcinome moyen différencié. Donc, comme on a dit au début, c'était pas clair si c'est un cholangio ou un métastase, en métastase. Donc, ici, juste un petit message que la biopsie et l'histologie, les données histologiques, il peut être plus utile pour les thérapies seconde ligne, pour les biologies moléculaires. Et ici, on va voir des médicaments qui vont agir contre des protéines anomales, des protéines FGFR2 et IDH1 et 2, qui sont des anomalies génétiques. Juste pour rappeler l'utilité des données histologiques.
Après les diagnostics qu'on avait fait, il faut compléter les work-up avec un bilan d'extension. Et comme on a vu, il y a pas, on n'est pas sûr qu'il s'agit d'un cholangio ou d'une métastase. Et donc, il faut faire un fibroscopie et une coloscopie qui sont résultés normaux. Donc, on penserait plutôt en cholangio. Un IRM hépatique, il va rester toujours le gold standard pour l'étude de l'épanchémie hépatique. Et il va confirmer une volumineuse lésion de presque 7 cm qu'il va en contact avec la veine sous-hépatique droite. Les scanners thoraciques qui montrent l'absence de lésions pulmonaires et un PET scanner FDG qui montre un hypermétabolisme de la lésion et l'absence d'hypermétabolisme dehors du foie. Après, on a fait un bilan même d'opérabilité avec l'élastométrie et des marqueurs tumoraux pour la suivi. Bon. Pour le moment, c'est pour dire, ça c'est le gold standard de l'IRM. Toujours, on va montrer la cinétique, c'est très bien compris ici. Les gosses-là, on va rechercher des nodules filles qu'il n'y a pas dans ce contexte. Et donc, au total, on avait un homme de 73 ans avec un cholangiocarcinome intrahépatique unique et volumineux, 7 cm, sans signe de métastase extrahépatiques, avec des marqueurs tumoraux normaux. Et maintenant, Euh, vous proposez. Est-ce que je peux t'interrompre et poser une Oui, question? oui, oui. Moi, je ne suis pas. C'est pas clair. Enfin, je parle pour ceux qui regardent et qui ne voient pas de cholangiocarcinome tous les jours. C'est pas clair. Tu fais une biopsie ou tu fais pas de biopsie? Oui, on a fait une biopsie. D'accord. Ça, c'est la biopsie qu'on a fait, qu'elle a montré un foie non tumoral légèrement stéatosique et elle a montré un tumeur, un adénocarcinome moyen différencié. C'est ça. Donc, on est d'accord devant une lésion comme ça, il faut faire une biopsie. C'est quand même la méthode la plus rapide, la plus efficace et la moins onéreuse d'arriver au diagnostic. Je ne pense pas que, connaissant le diagnostic de cholangiocarcinome intrahépatique, tu te lances dans une exploration comme fibroscopie, coloscopie, enfin, tu ne fais pas tout ça. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Moi, si je devais faire passer un message, je serais devant une lésion comme ça, il faut faire une biopsie. Ouais, d'autant plus qu'ici, on envisageait un traitement néoadjuvant. Ça aurait été une lésion facilement résécable, opérable d'emblée. Ça aurait peut-être été un petit peu moins justifié. Encore que ça peut se défendre pour le curage. Parce que c'est vrai que si on est sûr que c'est un cholangiocarcinome, dans ce cas-là, il y a un curage qui n'est pas anodin. Donc, mais on ne fait pas, nous, en tout cas, à Paul Brousse, on ne fait pas systématiquement une biopsie à tous les cholangiocarcinomes intrahépatiques. En particulier, on n'en fait pas lorsqu'il est petit et facilement résécable. Ce qui D'accord, finalement mais qui dit biopsie tumorale et du foie non tumoral. C'est ouais, important aussi de ouais, savoir sur quel foie s'est développé le cholangiocarcinome. ouais. S'il est petit et qu'il y a une fibrose F3, c'est quand même pas la même chose que s'il est petit résécable d'emblée avec une simple stéatose sans inflammation. Après, je vois que la biopsie dit adénocarcinome moyennement différencié, sans plus. Ouais, Parce Oui, qu'adénocarcinome. la on terminale. est d'accord, on est d'accord, le cholangiocarcinome est un Oui, adénocarcinome bien sûr. biliaire. Mais sur la Et lapate, c'est pas biliaire. il faut toujours demander, quand on fait la biopsie, la recherche de l'expression des cytokératines, 7 et 20. Quand c'est une Mm. métastase, ça marque le 20. Quand c'est un cholangiocarcinome, ça marque le 7 très fort. Il y a toujours un doute après avec la métastase du cancer du pancréas. Enfin bon, le contexte est différent, c'est plus tellement la même chose. On ne t'entend pas, René. Excuse-nous, mais on ne t'entend pas. Donc, il y avait un élément au plan diagnostic qui n'a pas été évoqué, mais qu'on peut revoir sur les clichés de départ, c'est qu'il y avait une petite rétraction capsulaire et qu'il y avait une dilatation des voies biliaires au contact, Très qui est important. radiologiquement, comme vous le savez, est un autre argument pour penser qu'il s'agisse d'un cholangiocarcinome intrahépatique, Absolument. donc, en dehors du comportement vasculaire. Mais je rejoins tout à fait l'opinion, c'est-à-dire que quand même, dans la majorité des cas, pour éviter la confusion avec une métastase, de faire une biopsie, ça permet quand même de mieux orienter le diagnostic et de savoir sur quoi on part, et en particulier pour un curage ganglionnaire ou pas. Le point,
est le suivant, c'est que si on a une fibrocolo très rapide, eh bien, ça permet, dans certains cas, si on diagnostique un cancer colique, par exemple, d'éviter à ce moment-là la biopsie, parce que s'il y a un cancer colique, par exemple, on est certain à ce moment-là qu'il s'agisse d'une métastase. C'est bon, mais c'est vrai que la biopsie directement sur la lésion, c'est probablement l'élément le plus rapide à obtenir. Donc, vous biopsierez préférentiellement toute lésion hépatique suspecte d'être un cholangiocarcinome, même résécable d'emblée, quoi. C'est ça le message que vous voulez faire passer? Bah, ça, c'est à discuter. C'est-à-dire que si c'est résécable d'emblée, si les radiologues sont formels sur l'hypothèse d'un cholangiocarcinome, dans les recommandations, on retrouve, et je crois que, je ne sais pas si Pierre-Luigi, tu en parles maintenant ou tu en as déjà parlé, c'est pas reconnu que quand le diagnostic radiologique est formel et que la tumeur est résécable, a fortiori de petite taille, peut-être que dans ces cas-là, et que la fibrocolo est normale, on peut se passer à ce moment-là de biopsie. Vas-y, Pierre. Donc, le message que je voulais faire passer, c'est pas de faire systématiquement la biopsie, bien sûr. C'est normalement, c'est les tumeurs. C'est un tumeur résécable. C'est possible, c'est raisonnable de faire la chirurgie d'emblée. Mais dans ce contexte, et ici, on va introduire le contexte moderne d'une prise en charge parce que c'est un contexte de résécabilité limite sur un contexte d'un patient fragile. Et donc, dans ce contexte-là, on a pensé de faire un traitement en adjuvant. Et de là, on a dit de faire la biopsie. Mais si c'est un patient avec une performance status optimale, avec une lésion résécable d'emblée, c'est raisonnable de ne faire pas la biopsie. Ça, c'est le message principal. C'est pas de faire systématiquement la biopsie, mais d'orienter sur les contextes sur lesquels on va laborer, on va travailler. Si c'est une résection difficile, un patient fragile, c'est raisonnable de faire un traitement adjuvant avant. Et Ça, avant de c'est faire... le message. On a bien compris là. Vas-y, OK, continue. parfait. Donc, ça, c'est au total qu'est-ce qu'on avait. Et on avait bien, ça, ce sont les possibilités thérapeutiques qu'on avait. Dans ce contexte-là, sur la gauche, on a un patient avec une maladie locale. Et donc, les possibilités, les options sont la chirurgie, bien sûr. Et après, on avait tous les traitements locaux-régionaux. Ça, c'est la flowchart qui va montrer les contextes dans lesquels on travaille. Ici, il y a un message important que c'est toujours très fort, que c'est la chirurgie, les traitements électifs pour les tumeurs résécables. Et avec une résection complète R0, il offre un résultat en survie globale après un de 52-68%. Et ceci, un courage ganglionnaire, il faut d'obtenir au moins 6 ganglions lymphatiques. Ça, c'est les traitements électifs pour les cholangiocarcinomes intrahépatiques. C'est respectable d'emblée. Et ça, c'est un message on doit remarquer. Dans là, on avait une lésion du dôme hépatique, volumineuse lésion hépatique, qui envoie les troncs communs et il arrive à la proximité de la veine hépatique 3. Et un autre important, c'est les résultats R1 vasculaire, qui probablement est pire que la résection R1 parenchymatose. Donc, les deux intérêts, c'est que c'est un terrain à risque, c'est un patient âgé avec des comorbidités, avec une résécabilité R0 limite pour la possibilité d'avoir un rein vasculaire sur la veine hépatique 3.
Ici, on va avoir encore une fois l'importance de la chirurgie pour ce type de lésion. On va voir cette étude français, américain qui va montrer l'R zéro et la distance de margin qui est importante ça, sur les pronostics du patient. Ça, c'est une autre étude français qui va montrer que l'R1 vasculaire va être même pire que l'R1 par erythématose. C'est une étude pour Bruce et Rennes. Et dans ce contexte, on va introduire cette nouvelle flowchart qui parle des tumeurs locales, ça veut dire resécables, mais dans un contexte avec des risques très, très élevés. Et ces risques élevés sont la taille de tumeur, l'invasion vasculaire. Et dans ce contexte, avec un patient âgé avec une volumineuse tumeur et une lésion très proche à la sous-hépatique 3, que c'est le seul vaisseau qu'il va rester à la fin de l'intervention, on peut parler d'un patient avec un risque élevé. Une seconde, je te coupe une seconde, j'ai une question dans le chat. On me demande, c'est pas très clair, le terme R0 limite. Ce qu'on a voulu dire dans ce terme, effectivement, qui est peut-être pas très clair, c'est que l'objectif dans les cholangiocarcinomes, et il l'a montré avec les études françaises et américaines, il faut être R0 avec des marges saines, et plus la marge est grande, meilleur est le pronostic. Et là, quand on voit la distance avec la veine sous-hépatique droite ici, on n'était pas absolument convaincu à l'avance qu'on serait R0. Il y avait un risque d'être R1, en l'occurrence ici R1 vasculaire. Donc c'est ça qu'il a dit R0 limite, c'est euh, pour essayer d'optimiser les chances d'être R0, on a voulu faire diminuer en taille la lésion par un traitement néoadjuvant. Donc, Je voudrais poser une question, si vous permettez. Pierluigi, tu ne nous as pas montré les rapports de la tumeur avec les éléments glissoniens. Oui. La première, c'est vrai qu'on est passé un peu vite sur les premières. Ici, on voit que les principaux rapports sont avec les sous-hépatiques. Les glycérides sont plutôt libres. la tumeur était vraiment à la partie haute du foie, ouais, à distance Oui, du pellicule, de la bifurcation. on va rester tout libre. Au plan chirurgical, c'est plutôt rassurant, ça, parce que Oui, les difficultés sont plutôt aux pellicules glissoniennes, en tout cas dans notre expérience, alors que des veines sus-hépatiques, bon, ça se reconstruit. Et il n'y oui, avait, et il n'y avait pas d'adénopathie dans le pédicule, manifestement sur le scanner, enfin, visible en tout cas, a priori. oui, oui. Tous les contextes, il va montrer à un tumeur que c'est vraiment resécable d'emblée. Et ça, c'est un message que, encore une fois, on va souligner, remarquer que c'est un tumeur resécable, mais dans un contexte à risque, un contexte difficile. Les patients, c'est fragile et les tumeurs, c'est volumineux. Et donc, c'est un facteur qui donne un high risque pour la résection. Et comme vous pouvez voir, c'est très proche de la sous-hépatique et pour une longue distance. Donc, même à reconstruction, il peut être difficile. Donc, ça, c'est les raisons pour lesquelles on a pensé de faire un traitement néoadjuvant avant de faire la chirurgie. Et donc, ça, c'est en raison de la complexité technique, de la nature du tumeur et de la fragilité du patient, on avait pensé à ce traitement néoadjuvant. Les justificatifs sont que, tout à fait, il y a un tiers des patients qui sont considérés resécables, qui arrivent au bout de l'intervention et on va découvrir un tumeur pas resécable. Surtout dans les contextes de l'écholangio, les images, ils sont toujours moins de ce qu'un enfant va être. Et en plus, il y a un récidive de 66% et un overall survival de 28-36 mois. Et c'est pour ça que ça introduit l'utilisation de le traitement néoadjuvant.
sont toujours les justificatifs de l'utilisation de la chimiothérapie adjuvante. Et dans notre contexte, le plus important, c'est l'amélioration de la résection R0 vasculaire surtout. Ici, il y a des études qui vont voir l'efficacité de la chimiothérapie adjuvante, mais c'est de remarquer que c'est toujours dans les contextes des tumeurs pas résécables. Ici, on peut voir la conversion à la résection chirurgicale. C'est un étude français important qui va montrer comme dans les contextes désolé, dans les contextes des patients, on a vu la chirurgie d'emblée, la ligne bleue, et la chirurgie après la chimiothérapie, et seulement la chimiothérapie, on va voir que les différences survies sont similaires les survies entre les patients qui ont vu la chirurgie d'emblée et la chirurgie après la chimiothérapie. C'est la temporalité de l'utilisation de la chimiothérapie adjuvante. On va voir que c'est augmenté dans le temps et c'est surtout augmenté l'utilisation des pluriels chimiothérapies ensemble. S'il y a des principales trials cliniques qui va étudier l'utilisation de la chimiothérapie adjuvante. Et les messages on veut faire retenir, c'est que sur la chimiothérapie adjuvante, il n'y a pas un consensus général, qu'il n'y a pas de données sur les tumeurs résécables et que la thérapie adjuvante, il montre son efficacité maximale, surtout pour les états 2 et 3. Et bien sûr que c'est un traitement avec une toxicité systémique importante. Donc, c'est ce qu'on pensait c'est le panorama de la chimiothérapie néoadjuvante. C'est un traitement qui s'est utilisé surtout pour des tumeurs pas résécables, qui a montré une efficacité dans le contexte de la conversion chirurgicale. Et pour les patients qui attendent la chirurgie, on voit un survie globale pareil de la chirurgie d'emblée. Donc, c'est un traitement efficace. Dans le contexte de la toxicité systématique, on va introduire un autre argument, c'est les traitements loco-régionaux. Parce que pour limiter, pour minimiser la toxicité systématique, on a introduit les traitements loco-régionaux. Et compte tenu de la radiosensibilité de cholangiocarcinome, la radioembolisation, c'est un des traitements plus importants pour les cholangiocarcinomes. Ici, on peut voir un schéma iconographe qui montre des réponses très importantes pour les patients traités avec chimiothérapie et radioembolisation. On peut voir les tumeurs, les lésions avec une réduction de la taille très importante. Ici, on avait une étude importante qui va montrer comme la chirurgie d'emblée et la chirurgie après la radioembolisation et après la chimiothérapie, ont les mêmes survies globales et la même survie sans maladie. Ici, c'est important des reines qui montre dans cette côté droit la réponse radiologique, qu'on peut voir que c'est impressionnant, c'est important. Et dans les côtés gauche, on va voir vraiment la survie globale et la survie sans maladie pour les patients en général. Et pour les patients on a vu les traitements néoadjuvants, la chimiothérapie et la radioembolisation, on a vu une conversion chirurgicale. Et on peut voir la survie de cette patient. Dans cette contexte, on avait 9 patients, les 22%, que c'est beaucoup. On rajoute qu'on a eu l'intervention chirurgicale et 8 de ça, on a eu une résection R0. Ce sont les études qu'on avait montrées et toujours les plus importantes sont les études de Rennes. Les messages on va envoyer à le public, c'est bien sûr, pour la chimiothérapie, il n'y a pas un consensus pour l'utilisation. Il y a peu de données. La radioembolisation, comme la chimiothérapie adjuvante, c'est
viene utilisé plutôt pour un contexte de downstaging et que dans ce cas, il nécessite d'un work sur les patients après de les tests. Et pour l'avenir, c'est intéressant de penser à des travaux, des études sur l'utilisation de la radioembolisation pour les tumeurs résécables d'emblée. Donc, Non, juste, on a... je te coupe pour redire les choses de façon très claire et pour tout le monde. La quasi-totalité des études qui ont évalué la place d'un traitement néoadjuvant, c'était quasiment tout le temps pour des lésions initialement non résécables. Et lorsque les tumeurs répondent, que ce soit une chimiothérapie et ou à de l'yttrium 90, si les tumeurs répondent et deviennent secondairement résécables, alors la survie à la fois globale et sans récidive rejoint disons, le pronostic oncologique, dans ces cas-là, rejoint le pronostic des patients qui étaient d'emblée résécables. Tous les patients ne répondent pas forcément au traitement néoadjuvant, mais s'ils répondent, voilà, on les fait réintégrer un pronostic standard d'un patient qui était d'emblée résécable. C'est ça le message important qu'il faut dire, que ce soit chimio et ou chimio plus yttrium. Oui, Je peux me permettre de rajouter quelque chose. Donc, le message, c'est est-ce que, Pierre-Luigi, donc, tu proposeras un traitement néoadjuvant à tous les cholangiocarcinomes de grande taille, plus de 5 cm, c'est ce qui sort dans la littérature, ou en dessous. Lésions multiples, tu n'en as pas trop parlé, c'est-à-dire qu'une lésion avec une lésion fille à proximité, est-ce que pour toi c'est une indication, un traitement néoadjuvant ou pas? Et la présence de nodules fille à proximité. Donc voilà, est-ce que les critères-là te conviennent pour dire qu'il faut faire un traitement néoadjuvant avec le résection limite, donc avec R0 limite, tu as dit R1, risque d'être R1, grande taille de tumeur, plus de 5 cm et lésions multiples ou présence de lésions filles. Est-ce que si on peut faire passer ce message à tout le monde ou tu es d'accord avec ça? Tu as des choses à rajouter? oui, les messages, c'est vraiment de dire on avait une lésion. C'est une approche multimodale pour les patients parce que c'est les patients, c'est la lésion, c'est résécable, mais elle présente des risques et on va associer un patient fragile. On peut penser de faire le traitement en adjuvant pour faciliter la résection R0, bien sûr, et surtout pour faciliter la résection 0. Donc, le message qu'on va lancer, c'est toujours que la chirurgie, c'est le traitement d'élection. Si les tumeurs sont résécables, les patients, c'est un bon performance status, la chirurgie, c'est toujours le traitement d'élection. Mais dans certains contextes, on peut penser à un traitement adjuvant. C'est raisonnable de penser à un traitement adjuvant et que c'est un traitement efficace. Ça, c'est important. Je vais t'aider, Pierre, pour répondre précisément à la question de M. Ayav. Pour les tumeurs de plus de 5 cm, il faut rappeler que les cholangiocarcinomes intrahépatiques sont souvent découverts avec une taille importante, puisque c'est des patients qui ont en général pas de cirrhose, donc ils ne sont pas suivis. Donc on découvre lorsque la tumeur est symptomatique. Et donc c'est souvent des lésions volumineuses. Et si la lésion est volumineuse, mais facilement résécable d'emblée, avec une grande probabilité d'être R0 d'emblée, il n'y a pas de nécessité de faire un traitement néoadjuvant systématique. Il faut bien retenir ça. Pour les lésions, s'il y a plusieurs nodules intrahépatiques, là, par contre, c'est théoriquement une contre-indication à la chirurgie. Hein, s'il y a plusieurs lésions, que ce soit des métastases intrahépatiques ou plusieurs lésions, ça peut être considéré comme une contre-indication. Donc, dans ces cas-là, ne serait-ce que pour se donner un petit peu de temps et vérifier que le patient n'est pas en train de progresser, d'évoluer, là, un traitement néoadjuvant sera probablement plus facilement justifiable pour éviter d'opérer le patient en progression et que finalement on fait une belle chirurgie, mais 2 mois plus tard, il y a des métastases déjà au scanner. Donc, grosse lésion ne veut pas dire traitement néoadjuvant, mais à mon avis, plusieurs lésions intrahépatiques, uniquement intrahépatiques, hein, pas extrahépatiques, là, ça peut se discuter quand même de faire un traitement néoadjuvant, quel qu'il soit, de façon un peu plus large. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, complètement, oui. Parfait. OK. Et donc, dans cette contexte, on avait parlé de la chimiothérapie néoadjuvante et de la radioembolisation. Nous avons choisi pour le protocole Sirocco, un protocole expérimental dans lequel les patients ont un cholangiocarcinome intrahépatique résécable. On va remarquer encore une fois résécable. Et
il y a deux bras expérimentaux et un bras de contrôle. Et notre patient, il est allé sur les bras expérimentaux. Il a eu un traitement de chimiothérapie devant et de radioembolisation avant de la chirurgie. Et le patient, il a eu 4 cures de capecitabine et 2 séances de radioembolisation. Ici, on peut voir les scanners après après le traitement adjuvant. On va voir que dans les contextes de la taille, il est resté plutôt, il ne s'est pas changé beaucoup, mais c'est changé la densité du tumeur, qui apparaît un petit peu plus liquide. Ici, on peut voir, on va faire un confront entre les scanners initiaux et les scanners après le traitement adjuvant. Et maintenant, on est arrivé à le moment de la chirurgie. Et je lance la question, je vais donner la parole pour dire qu'est-ce que vous proposez comme chirurgie pour cette patient. Pierluigi, si tu reviens sur la diapo précédente, Oui. ce que je remarque, c'est que finalement, après traitement par radioembolisation, la distance entre la tumeur et la veine hépatique droite, qui est finalement l'élément déterminant de la stratégie que tu vas utiliser, n'a pas beaucoup varié. Alors certes, tu as une atrophie du foie gauche et une hypertrophie du foie droit, mais la marge, tu n'as pas, ne s'est pas beaucoup modifiée. Et ça, c'est quelque chose que nous avons observé. D'ailleurs, autant dans les métastases hépatiques des cancers colorectaux, quand tu fais de la chimiothérapie d'induction, tu améliores la marge, c'est-à-dire la métastase diminue en volume quand c'est efficace et est remplacée en quelque sorte par du parenchyme hépatique dans lequel tu peux passer. Pour le cholangiocarcinome, c'est beaucoup plus rare et on a été souvent gêné par ça. Alors, on faisait de la chimiothérapie, de l'yttrium, mais la difficulté technique restait la même. 100% d'accord. Juste pour ajouter un petit commentaire, pas pour vous évidemment, mais pour les plus jeunes, le l'yttrium a souvent un effet un peu retardé. Donc il ne faut pas non plus se précipiter sur le scanner de contrôle ou la résection. Il faut attendre quelques mois pour atteindre le maximum de réponses. Mais si je peux intervenir, je rejoins tout à fait le commentaire de Karim Bouchema. Effectivement, ça a été finalement un relatif échec, parce que je dirais même, moi j'ai revu les clichés lors de la présentation, la préparation de cette observation, j'ai même eu l'impression qu'alors qu'au départ, on avait une toute petite marge, mais qui peut-être pouvait autoriser un R0, là, clairement, j'ai l'impression que la tumeur vient au contact de la veine fusée hépatique et donc j'ai eu presque l'impression que la marge s'était réduite. Alors peut-être que c'est un effet d'image, mais en tout cas, ça n'a pas été bénéfique en termes de... je rejoins tout à fait le fait que ça n'a pas permis d'augmenter la marge par rapport à la fusée hépatique droite. Pierre, un commentaire, est-ce qu'il y a des prises de contraste aussi sur cette marge justement dont on parle? Quand on regarde le scanner que tu fais défiler, Pierre-Luigi, bon, il y a cette lésion qui a grossi presque même, on a l'impression, mais qui prend un peu moins le contraste. Alors, est-ce que ça a une importance? Et il y a quand même des petites choses. Est-ce qu'il n'y a pas des petites lésions fixes qui sont apparues à proximité là ou dans le segment 4, là, on voit les petites choses. Oui, oui, j'ai vu. Mais dans ce contexte-là, la lésion ici, c'est vrai que c'est augmenté de taille, mais c'est plutôt devenu liquide, c'est nécrosé. Et donc, c'est approché à la veine hépatique, mais c'est approché à un contexte de nécrose, pas de tumorale. Ici, on peut voir bien la différence de densité des lésions. Et sur les petites lésions, sur les segments 4, ici, vous remarquez, c'est On avait interprété ça plutôt comme des lésions post-radiothérapiques. D'accord. Non, mais c'est possible. D'accord. l'adaptation C'est vrai que vasculaire après la radiothérapie. l'image prête à confusion. On verra sur l'anapathe qu'il y avait qu'une seule grosse lésion finalement. Mais... Ok. Ok. Est-ce C'est que vrai que tu peux nous préciser quelle était la dose délivrée à la tumeur?
qui est un élément très important de l'efficacité de la radioembolisation qu'on a découvert secondairement. Ça, c'est quelque chose que vous avez analysé? Ben, on fait une dosimétrie à tous les malades qui ont la radio-embolisation et dans l'immense majorité, je ne me souviens pas pour ce malade, mais on est à plus de 300 Gray sur la lésion, D'accord. des irradiations massives. Oui, oui, très bien. Mais ça, c'est important de mesurer et de charger la dose délivrée à la tumeur. Sinon, la radioembolisation n'est pas très efficace. Ouais. Vas-y, avance, Pierre-Luigi. Ah, donc, les gestes chirurgicaux qu'on a proposés, bien sûr, l'étude préopératoire avec les reconstructions 3D qu'on avait fait. La planification du geste, c'était une hépatectomie gauche élargie au segment 8 et 1. Donc, il y a un risque de saignement sous-hépatique important, l'hépatectomie difficile, les clampages prolongés et donc les risques d'insuffisance hépatique augmentés. Et donc, on avait pensé à l'indication d'une exclusion vasculaire avec refroidissement. C'était la proposition qu'on avait faite. Et la chirurgie, qui s'est donné les délais entre les derniers traitements adjuvants et la chirurgie, c'était 3 mois. L'hépatectomie gauche élargie au segment 8 et 1, sous exclusion vasculaire sans clampage cave, avec un APC et refroidissement, plus bien sûr l'éclairage ganglionnaire. Ça, c'est les projets chirurgicaux on a pensé. Et on doit parler un petit peu de l'histoire de l'exclusion vasculaire. Du début, on avait l'exclusion vasculaire du foie, avec le clampage de la veine cave infrahépatique et surhépatique et les pédicules hépatiques. Et dans les contextes des patients qui ont mal supporté l'exclusion hépatique, l'exclusion vasculaire, qui ne répondent pas au remplissage, il faut des mises en place, de la circulation extracorporelle. Dans ce contexte-là, la veine cava rétropathique, ce n'est pas envoyé et donc il n'y a pas de nécessité de faire un clampage cave. Donc ici, on voit deux études qui vont montrer que l'exclusion vasculaire hépatique sélective est les méthodes plus efficaces pour, par contre, la manœuvre de Pringle sur l'hépatectomie partielle pour un tumeur adjacent à la veine hépatique. Ici, on voit un peu l'évolution dans l'histoire de l'exclusion vasculaire dans les premiers papillers de M. Starkey, les papillers de M. Azoulay. Dans ce contexte-là, bien sûr, l'exclusion vasculaire totale du foie, il peut durer maximum 60 minutes. Et c'est mieux toléré avec la perfusion hypothermique. En plus, on avait évité la possibilité de mettre un bypass en circulation extracorporelle avec l'utilisation d'un anastomose porte-cave, un APC, pour minimiser les conséquences viscérales et rénales. Ici, dans l'espérance, on va vite parce qu'après, on avait une vidéo. C'est la technique dans l'espérance de Volbrousse. Donc, l'exclusion vasculaire du foie avec préservation cavale, dérivation porte-cave temporaire et la perfusion hypothermique du foie pour voie portale. Ici, il y a les 3 options de perfusion qu'on les peut faire dans le tronc de la veine porte, dans la branche porte proximale du côté resséqué ou dans la veine ombilicale récanalisée dans les rex. Ça, c'est l'imagine. Non, juste Pierre-Luigi, parce que là, tu vas vite, mais c'est pas si facile que ça. C'est quand même des Oui. points techniques Non, qui sont. je sais pas. Je veux commenter les vidéos. Oui, Pour, oui. Mais ok. je vais juste rajouter un point quand même pour que tout le monde comprenne bien. Donc, l'EVF habituel, standard, il y a un clampage cave. Là, ce qui permet de faire cette technique, donc sans clampage cave et avec une anastomose porte-cave, c'est justement parce qu'il y a 2 particularités chez cette tumeur. C'est que, un, la veine cave n'est pas envahie, donc il n'y a pas de raison de la réséquer. Et 2, malgré la proximité de la tumeur sur la veine sous-hépatique droite, c'est uniquement en intraparenchymateux
mais on avait considéré qu'il était possible de contrôler les veines juste avant l'abouchement au niveau du confluent. Si on ne peut pas contrôler les veines sous-hépatiques en toute sécurité, on ne peut pas faire cette technique d'EVF un petit peu améliorée avec APC et conservation cave. Voilà. Mhm. Très souvent, l'EVF est fait pour les grosses tumeurs où il faut faire un remplacement cave, ce qui n'était pas le cas là. C'est les vidéos des scanners préopératoires. C'est la reconstruction 3D. Et on va voir, on peut bien voir la proximité des tumeurs avec la veine sous-hépatique 3. Mhm. Ça, c'est les projets chirurgicaux, toujours fait. Ça, c'est l'exploration de la cavité abdominale qu'il faut de faire toujours pour tous les lésions tumorales. C'est la mise en place chirurgicale, que c'est toujours important dans une bonne préparation. Ça, c'est l'échographie hépatique, que c'est fondamental pour les résections hépatiques. L'écourage ganglionnaire. Ici, on va faire on va fermer l'artère hépatique gauche. Ici, on va contrôler la branche portale gauche, dans laquelle après on va faire la perfusion. Ici, il y a la libération du foie. Et dans ce contexte-là, c'est très important, surtout au niveau de la veine cave rétrohépatique. Parce que c'est important de libérer tout la veine cave rétrohépatique parce que tous les petits vaisseaux, on doit libérer tous les petits vaisseaux parce que pendant la perfusion, le liquide froid, il peut arriver au niveau du cœur et peut donner des arythmies et des arythmies au niveau cardiaque. Ici, il y a juste le contrôle de la veine cave rétrohépatique. Ici, on va contrôler la veine hépatique droite, la veine sous-hépatique droite. Ici, on va, comme on dit, on va libérer tous les vaisseaux rétrohépatiques pour éviter que le liquide pendant la perfusion il va rejoindre les cœurs. Ça, c'est très important. Ici, on va contrôler les troncs communs. Si on peut voir les segments 1 qui est décroché. Ici, on va contrôler l'artère hépatique et les ducs biliaires. Ici, c'est la mise en place de l'APC. C'est la technique standard pour Bruce pour tous les TH, pour toutes les transplantations. Et dans ce contexte-là, il y a la possibilité de faire bien sûr un anastomose direct, mais c'est on préfère faire avec l'interposition d'une prothèse parce qu'il faut que l'APC va rester toujours souple. Il va donner la possibilité de mobiliser les foies sans problème, sans risque. Donc, c'est important d'utiliser une prothèse. Une prothèse en Gore-Tex, c'est 10 ou 12 mm normalement. Ça, c'est le confectionnement du champ de porte-cave de l'APC. Ça, c'est le résultat final. Ici, on va clamper la porte juste au-dessus de la PC et on va faire la perfusion à travers la branche gauche la branche portale gauche, que c'est de le côté qu'elle va être resséquée. Ici, on va sectionner le tronc commun avec un échelon.
Ici, on va clamper la porte, l'artère et les ducs biliaires. On va faire un petit play pour purger les liquides de perfusion derrière. Et maintenant, on va voir au début de la transe. Ça, c'est une image très jolie. On peut voir les liquides de perfusion qu'il va sortir dans les vaisseaux. Et on peut voir vraiment les avantages de cette technique. D'abord, bien sûr, tous les vaisseaux ils sont bien visibles. Et après, il y a la possibilité de lier, de fermer juste les côtés qu'il va rester et de couper les côtés qu'il va partir. Donc, c'est beaucoup plus vite. C'est toute la transe. On va couper les pédicules gauche. Ici, on peut voir très bien les segments 1. C'est un petit peu différent dans les autres, dans les stamps parenchymes parce que c'est le résultat de la radioembolisation. Ça, c'est la fin de la trame. De la trame. On va faire les sutures sélectives les trucs qu'on va voir. On a resséqué une partie de la veine hépatique droite qui était très proche de la tumeur. C'est pour ça qu'il y a une suture sur la suce hépatique droite. Ici, le déclampage, c'est les moments un petit peu plus difficiles à gérer parce qu'il faut de faire l'hémostase sélective avec des sutures et avec la compression. Ici, on fait l'ablation de la canule de perfusion avec des héparines. Et enfin, on va compléter l'intervention avec déclampage du pédicule et de la part. Ici, on va faire l'ablation de l'APC. La misuration standard pour Bruce de les pressions cavale et portelle. Et on va compléter l'hépatectomie avec l'hémostase, avec des produits hémostatiques. Et
drainage et les positions de l'omentum entre la transe et l'estomac. Ça, c'est le résultat final. Il y a une étude, donc je- Ok. Donc, ça, ce sont les données intraopératoires. C'est l'APC, les liquides perfusés, que c'est 9 litres. La température du foie la plus basse, que c'est arrivé à 6 degrés. L'hépatectomie finale, c'était une hépatectomie gauche de la région segmente 8 et 1. L'ischémie totale, c'était 66 minutes. Les pertes sanguines, c'était 1000 cc, 1000 cc de sang, de pertes de sang. Et on a vu 4 kilos de transfusion. Pas de reconstruction vasculaire et la durée de la chirurgie, c'était 390 minutes. Les suites opératoires, c'était des suites simples. Les patients allaient rentrer au service en géant. Pas d'altération de la fonction hépatique. Les drains chirurgicales s'étaient retirés en J6 après les scanners de contrôle, qui a montré pas de collections et pas de complications chirurgicales. Les patients allaient rentrer chez lui sans souci en G8, en J8. Ça, c'est les scanners de contrôle. On peut voir la réflexion sur la hépatique. Et après, on avait l'anapate avec 6 ganglions sans. L'hépatectomie, on va voir qu'il y a un marge, un R0 avec 0,4 cm de marge hépatique. Donc, c'est un très bon résultat. Malheureusement, surtout pour les comorbidités, les patients, il n'a pas eu de thérapie adjuvante. Et après, ensuite de 7 mois, on a vu un récidive hépatique et pulmonaire. Et donc, on a décidé pour un traitement systémique avec Genfis et Durvalumab, qui maintenant, c'est les traitements standards pour le récidive. Donc, ça, c'est un autre point important pour les cholangiocarcinomes hépatiques, c'est l'utilisation des traitements adjuvants. Normalement, c'est important que tous les patients qui ont une tumeur des voies biliaires traitent avec la chirurgie, il faut faire un traitement adjuvant. Et ici, on peut voir les études plus importantes du BICAP qui va montrer que l'utilisation de la chimiothérapie adjuvante avec capecitabine, il va donner une amélioration de la survie globale avec toutes les conditions qu'on peut voir après la chirurgie. Donc R0, N0, il y a toujours une amélioration de la survie. Donc, le message, c'est que si c'est possible, il faut toujours de faire un traitement adjuvant après la chirurgie. Et donc, les messages qu'on va lancer à tous, c'est que, encore une fois, les traitements, les traitements pour les cholangiocarcinomes hépatiques, c'est la chirurgie. D'emblée, c'est les tumeurs c'est résécable. Le traitement néoadjuvant, il n'y a pas encore un consensus, mais c'est probablement plus important pour un downstaging. Et l'intérêt pour le traitement multimodal, chimiothérapie et radioembolisation, donc traitement loco-régional et systémique. Les traitements adjuvants de référence, c'est la capecitabine et c'est important que, si c'est possible, tous les patients, il faut faire de la chimiothérapie adjuvante. Et c'est important de traiter ce type de patients, ce type de lésions, ce type de tumeurs dans des centres experts. C'est bien sûr pour pouvoir faire un traitement spécifique pour chaque patient, comme cette cas. Donc,
Là, un autre message on va donner, c'est les traitements palliatifs de référence. C'est toujours maintenant, c'est la Gentis Platinum avec les Durvalumab. Et ça, c'est les dernières diapos de l'écart clinique. Merci, Pierluigi. Merci à vous. Merci Pierluigi, je peux faire un commentaire si tu permets, Nicolas. Oui. Merci Pierluigi, bravo pour ce film hein, qui est très didactique hein, pour tout le monde. J'avais juste deux questions, deux commentaires sur le film. Bon, tu n'as pas montré le curage, mais j'imagine que vous avez fait le curage du pays hépatique, parce qu'il y a des ganglions sur la patte, donc ça c'est le premier point. Et ma question portait sur le refroidissement. Donc dans votre équipe, à Paul Brousse, donc proposez le refroidissement dès que la durée de clampage est estimée à plus de 60 minutes. C'est bien ça que tu as dit, Pierluigi, ou que tu peux préciser ça? Donc, il y a des indicateurs pour voir si l'éclampage il va durer plus de 60 minutes. La taille du tumeur, si le tumeur c'est proche à un vaisseau. Donc, il y a des indicateurs qu'il va donner, il te va dire si l'éclampage il peut durer plus de 60 minutes. Et dans ce contexte, c'est préférable d'utiliser la perfusion hypothermique. D'accord. Et Je voudrais faire quelques petites remarques. La première, c'est en amont de cette décision de chimiothérapie, etc. Les plus anciens le savent, mais pour les plus jeunes, le cholangiocarcinome intrahépatique, très souvent, va plus loin que ce que l'on voit sur les images. On est souvent surpris par une tumeur qui va un petit peu plus vers les vaisseaux que ce qu'on voyait en IRM ou même en scanner bien injecté, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qui m'a poussé d'ailleurs pour mettre ce malade dans un protocole où il y aurait un traitement néoadjuvant, c'était justement cette proximité des vaisseaux et que probablement il y aurait un peu plus lors de l'opération. On l'a mis donc dans ce protocole et j'espérais bien qu'il sortirait dans le bras traitement et par chance, il est sorti dans le bras traitement, il a eu ce traitement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je crois que ces tumeurs-là, du confluent cavossus hépatique ou qui envahissent la veine cave ou les tumeurs centrales, entre guillemets, on a beaucoup bénéficié, nous, des reconstructions 3D qui nous permettent de bien planifier l'opération même si on ne fait pas exactement ce qu'on avait planifié, au moins on a bien réfléchi avant l'opération. Et d'ailleurs, sur cette reconstruction 3D, on voyait même une petite extension vers la partie haute du segment 1. C'est pour ça qu'on a enlevé le segment 1. La troisième remarque, c'est que lorsque les tumeurs sont des tumeurs du confluent cavossus hépatique ou qui envahissent la veine cave, là, il y a une indication d'exclusion vasculaire standard avec l'empage de la veine cave pour lequel, en particulier chez ces malades de 73 ans, fatigués avec des comorbidités cardiaques, il y a en plus l'indication de la CEC avec tous les problèmes de la CEC, même si on en a beaucoup l'habitude. Lorsque la tumeur n'envahit pas la veine cave ou n'envahit pas le confluent cavossus hépatique, à ce moment-là, c'est très intéressant pour ces tumeurs qui collent quand même à des grosses veines hépatiques, pas au tronc lui-même, mais aux grosses veines hépatiques, de faire ce qu'on appelle une EVF sans clampage cave. Dans ces tumeurs, moi, je trouve que c'est plus simple de faire une EVF sans clampage cave continue. Et lorsqu'elle est continue, on sait que l'ischémie est limitée autour de 60 minutes. Au-delà de 60 minutes, le risque d'insuffisance hépatique est très sévère et très important. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué finalement, on a profité du bénéfice de l'hypothermie dans ces tumeurs qui collent au sus hépatique sans envahir le confluent cavossus hépatique, en adaptant l'EVF sans clampage cave. On y a ajouté une anastomose portocave temporaire pour éviter la congestion splanchnique et les conséquences hépatiques et systémiques d'une congestion splanchnique prolongée. Et on y a ajouté l'hypothermie par perfusion au-dessus du flanc. Voilà, donc on a un petit peu modifié l'EVF sans clampage cave, en particulier pour des EVF sans clampage cave qui vont durer plus de 60 minutes. Maintenant, les facteurs prédictifs d'une EVF qui va durer plus de 60 minutes, on ne les a pas. On a repris les facteurs prédictifs qu'on avait dans les EVF standards. Il y avait 3 facteurs, la taille de la tumeur, le besoin d'une embolisation portale
et le besoin d'une reconstruction vasculaire. Et ce malade avait 2 des 3 critères classiques des EVF standards. On n'a pas encore identifié les facteurs spécifiques pour l'EVF sans chlorpaccal. Voilà, c'est les petites remarques que je voulais ajouter. Donc maintenant, cette technique, elle est nouvelle, hein. On en a fait jusqu'à présent 12. 12 cas. On n'a pas de mortalité opératoire. La morbidité est standard. Et les résultats, pour l'instant, à long terme, c'est un peu, ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est un mélange de cholangioca, de CHC, de méta, et il y a même 2 tumeurs bénignes là-dedans. Voilà. Merci Daniel. Je ne vois pas de questions émanant de l'ensemble de l'auditoire. Il y avait quelques questions, j'ai répondu un petit peu au fil de l'eau. Oui. Ah bon, parce que je les vois pas là, mais Elle est dans répondu. Dans répondu. d'accord. D'accord. Moi, j'aimerais sortir un petit peu du cadre de cette observation. Et puisqu'on a la chance d'avoir comme experts Ahmet Ayav et Karim Boudjema, sur le fait quand il y a un tropisme hilaire de ces tumeurs, ça existe bien sûr, les cholangiocarcinomes intrahépatiques qui collent au pédicule glyconien. Quelle est votre expérience de la radioembolisation en termes de possibilité de fistules biliaires dans les suites? Est-ce que vous avez été confronté, parce que c'est un peu notre cas, à, je dirais, des suspicions de lésions radiques au niveau des voies biliaires, voire au niveau des artères? Est-ce que vous avez l'impression que quand on a un cholangiocarcinome intrahépatique à tropisme hilaire et qu'on le soumet à une radioembolisation, en particulier quand ils sont non résécables, est-ce que quand on les opère après, votre impression, c'est qu'on a beaucoup plus de fistules biliaires et on se pose la question de, justement du rôle de la radioembolisation? Est-ce que c'est aussi votre expérience? Alors, moi, je n'ai pas l'expérience personnelle, mais quand on discute effectivement avec les uns et les autres, on voit que manifestement, il y a quelques cas dans la littérature et dans certaines équipes de nécrose biliaire post-radioembolisation. Quelques cas qui donnent une source de fistule biliaire post-opératoire qui sont difficilement gérables par définition, parce que la voie biliaire est nécrosée en partie, en tout cas, dû à la radioembolisation probablement. Même si on n'a pas de preuve, je crois que c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit et qui peut-être peut poser problème. Alors, je ne sais pas si M. Boudjema a un avis différent, mais je crois qu'à Rennes, il y a eu Écoute, quelques cas comme ça. moi, je partage cet avis, hein. Quand la tumeur est au contact de la convergence des voies biliaires et qu'on délivre une dose à la tumeur efficace, c'est-à-dire très élevée, à 300, 400, 500 Gray, il y a un risque. Alors, dans notre expérience, on en a fait quelques-uns quand même, ça n'est arrivé qu'une fois d'être confronté à une nécrose complète du toit de la convergence au moment où on réalisait l'hépatectomie, parce que, aussi bizarre que cela puisse paraître, il n'y avait aucun signe préopératoire, radiologique en particulier, qui permettait d'évoquer cette possibilité. Donc on s'est retrouvé un petit peu en culotte courte, là, en opératoire. On a géré ça en montant une anse du côté du foie restant, avec une fuite qui durait quelques semaines. Donc c'est effectivement une complication possible. Mais alors, d'ici à ce que cela soit une contre-indication à la chirurgie, non, je dirais non. Voilà. Mais encore une fois, c'est à propos d'un cas. Et de manière très surprenante, alors qu'à Rennes, ceux qui font la radiothérapie interstitielle vraiment chargent un maximum. On n'a pas beaucoup de complications biliaires. Je tiens juste à préciser, nous aussi on a eu un cas où le patient malheureusement est décédé de complications biliaires. Le protocole Sirocco a été interrompu. Donc Sirocco pour les cholangiocarcinoma résécables d'emblée, hein, ce qui était le cas là. Et si je ne suis pas sûr à 100%, mais si j'ai bien compris, il a été interrompu en raison de surmorbidité chez les patients réséqués, donc dans le bras traitement. Donc actuellement, le Sirocco, on ne peut plus inclure dedans. Peut-être à cause de ça. Mais bonjour tout le monde. Il a repris, Nicolas. En fait, Ah, d'accord. il a été interrompu parce qu'il y a eu 2 décès. Mais finalement, maintenant, ils ont rajouté une biopsie du foie sain systématique chez tous les malades. Mais moi, j'ai inclus 2 malades la semaine dernière. Donc, en fait, il a repris. Mais il y a pas d'amendement ou de réflexion sur la localisation. Non. Même proche des pédicules glyconiens, on peut les inclure et les irradier.
Oui, oui, en fait, on reste sur les mêmes critères de début. Ils ont juste rajouté la biopsie. Ok, merci. Si je peux me permettre un petit commentaire, dans cette observation, on a vu donc une tumeur qui était proche des éléments sus-hépatiques, tout en haut, mais il arrive que les cholangiocarcinomes développés dans le secteur dorsal du foie soient très proches de la convergence, envahissent la convergence ou alors soient très limites au niveau marge avec le pédicule glycynien droit ou le pédicule glycynien gauche. Et dans notre expérience, c'est beaucoup plus compliqué à gérer que les cholangiocarcinomes qui envahissent ou sont au contact des veines sus-hépatiques. Parce que quand l'envahissement est glycynien, il n'y a pas de plan de clivage. C'est impossible. Donc, il faut se lancer dans des réparations artérielles et veineuses très compliquées. On a fait quelques chirurgies ex vivo pour se donner le temps, et ça prenait 3 4 heures de réparer les vaisseaux, et ça s'est toujours mal fini. Donc, c'est un autre aspect du cholangiocarcinome intrahépatique et des vaisseaux, donc la chirurgie vasculaire du foie, hein, finalement, qui, à mon sens, n'est pas résolu et nous pousserait aujourd'hui à ne pas les opérer, ces malades-là, parce que la morbidité post-opératoire est vraiment très importante. J'ai une question là qui est posée par Valerio Lucidi de Belgique, qui est d'accord tout à fait avec ce qu'on a fait, qui nous remercie. Il y a une question sur l'EVF. Quel liquide de perfusion utilisez-vous? Quel débit? Et concernant la radioembolisation, quel délai attendre entre la fin de la radioembolisation et la chirurgie? Alors, je ne peux pas répondre pour la première partie, je laisserai M. Boudjama peut-être pour la deuxième. Sur le liquide de perfusion, nous, on utilise l'IGL, c'est le liquide qu'on utilise pour les prélèvements, mais probablement n'importe quel liquide de perfusion. Je crois qu'il faut prendre un liquide de perfusion, entre guillemets, le plus fluide possible, Le plus l'IW. froid. Oui, c'est ça, colle au doigt. L'IGL, c'est très bien. L'HTK, c'est pas très cher. Il y a beaucoup de centres en Allemagne, par exemple, qui utilisent ce liquide. Le volume de liquide, là, vous avez vu qu'on a passé 9 litres, mais c'est une erreur, en fait, parce que j'ai pas demandé à la penseuse où on en était de la perfusion pour lui dire d'arrêter. Et en fait, en général, on perfuse entre 2 et 4 litres. Et on descend, on met un thermomètre à 4 cm de profondeur dans le foie sur des capteurs thermiques. La température descend bien, elle descend autour de 13-14 degrés. Et donc, c'est une bonne protection du parenchyme. Je ne sais pas si vous avez, Karine, des capteurs thermiques, parce que nous, on est en rupture de stock. Et donc, je lance un appel. Si quelqu'un a des capteurs thermiques dans son centre, on est prêt à les payer très cher. Alors non, nous n'avons pas de capteur technique, mais j'avais une question à te poser, Daniel. À une époque, tu faisais de la réfrigération in situ de surface et tu avais Oui. montré un bénéfice. Donc, si je ne me souviens plus hein, précisément, mais moi je trouvais ça extrêmement séduisant parce que la technique que tu nous as montrée est bien sûr, mais elle n'est pas à mettre entre toutes les mains. Ouais. Donc, simplement mettre de la glace autour du foie peut parfois Alors, suffire. ça tombe bien que tu poses la question au moment où Lucidi est intervenu, puisque j'avais fait ce travail avec Lucidi quand il était dans le service. Ça s'appelle le topical cooling, qui est une technique qui avait été décrite au Japon au départ, qui consiste à mettre des champs très froids sur le foie restant surtout, et à l'arroser régulièrement avec du sérum à 4 degrés. Alors, sur la série préliminaire qu'on avait étudiée avec Valerio, les résultats n'étaient pas probants. On avait moins de transaminase en post-opératoire, mais c'était pas grand-chose par rapport à pas de refroidissement de contact. Et puis, on a continué à le faire et j'avais fait quelques statistiques qui montraient qu'on gagnait sur les lésions d'ischémie-reperfusion, c'est-à-dire en termes de transaminase, de pic de transaminase et de pic de bilirubine, mais on ne gagnait pas grand-chose. En fait, la chute de température n'est pas suffisante avec le topical cooling. Et ce qu'on sait, c'est que quand on baisse de 10 degrés, la température du foie, on baisse de 50% ses besoins métaboliques. Et avec le topical cooling, on n'arrive pas à descendre de 10 degrés la température profonde du foie. Donc, on gagne un petit peu, mais on ne gagnera pas ce qu'on gagne avec la perfusion hypothermique. Ça répond à ta question, Karim? Oui, complètement. Mais écoute, c'est bien. Hein. Nous, on ne l'a jamais fait, hein, mais On en a je fait trouvais ça 40. sympa. Voilà.
Ouais. On en a fait plus de 40 que j'ai encore dans mon ordinateur. Peut-être qu'un jour, j'irai un petit peu plus ou à fond dans les datas, mais on ne gagne pas, en tout cas en termes de température, puisqu'on mesure tout le temps la température du foie. On descend pas la température de plus de 10 degrés. Et donc, on n'a pas le bénéfice attendu d'une hypothermie. Mais là, tu Deuxième prends là, une question question de majeure qui est Valério. celle du conditionnement du foie. Est-ce qu'il faut faire du préconditionnement? Est-ce qu'il faut faire du sévoflurane? Est-ce qu'il faut faire du post-conditionnement? Là, il y a tout un champ avec quelle vitesse il faut refroidir, avec quelle vitesse il faut réchauffer. Il y a tout un champ de recherche clinique qui est très intéressant, hein. Deuxième question de Valério sur le délai. Vous attendez combien de temps entre radioembolisation et chirurgie? À Rennes, à Nancy? Ça peut aller jusqu'à 6 mois. C'est très long. Il ne faut pas être pressé. En fonction Je de pense qu'un l'image. un élément de réponse, c'est l'imagerie. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure que la réponse à la radioembolisation en imagerie elle est parfois très, très décalée dans le temps, très retardée, au-delà de 3, 4, 5, 6 mois. Donc, si on veut avoir un effet d'éloignement de la lésion par rapport au vaisseau, par exemple, bah, c'est un peu difficile de donner une date précise. C'est-à-dire que, vu que l'imagerie est toujours retardée, donc ça peut être plusieurs mois, comme le dit Karim Boudjema, je pense. Parce que l'évaluation radiologique prend plusieurs mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'auditoire? Je ne vois pas toutes les questions. Il y a eu... Et pour le liquide, avez-vous un choix? Bon, ça, on a répondu. Il y a Valerio Lucidi qui pose également la question, utilisez-vous la radioembolisation comme outil d'atrophie parenchymateuse à la place de l'embolisation portale? Bah, ça, c'est la condition d'utiliser la radioembolisation comme, un peu comme l'embolisation portale, c'est le délai d'attente. C'est-à-dire qu'il faut attendre plusieurs mois pour avoir cet effet d'hypertrophie compensateur de l'autre côté, du côté non tumoral. Donc, si on attend suffisamment, l'immense majorité des publications montrent qu'il y a cet effet d'hypertrophie contralatérale. Mais il faut attendre plusieurs mois. Alors qu'avec l'embolisation portale, on attend 4 semaines. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes délais. Je rajouterais que l'un n'exclut pas l'autre. On Oui. peut même faire les deux, embolisation portale et radioembolisation quand on trouve que ça ne va pas assez vite. Ça nous est arrivé plusieurs fois de faire de la radioembolisation, de ne pas obtenir l'hypertrophie contralatérale à la radioembolisation et de compléter par une embolisation portale du côté de la radioembolisation, qui est artérielle, elle. Oui, mais qui est trop artériel, donc on ne menace pas le. C'est pas embolisant. Voilà. Juste une précision pour le protocole Sirocco, mais c'est un épiphénomène dans la réflexion, mais la chirurgie est prévue 16 semaines après la fin de la radioembolisation. Donc on est un tout petit peu contraint. Je ne sais pas si on peut aller au-delà pour des raisons justifiées, mais en tout cas, c'est 4 très. mois quand même, hein. Ouais, mais pas plus. Ah, c'est bien. Pas plus. C'est pas mal, 4 mois. Ça laisse un peu de marge. Oui. Bon, je trouve qu'il y a un message général dans la présentation de Pierluigi qui était très bien, Pierluigi. C'est que d'un côté, on a développé pendant des années une chirurgie très agressive dans les différents centres, y compris les vôtres, hein, à Nancy et à Rennes. Et pendant longtemps, c'était regardé comme des prouesses techniques, mais pas grand bénéfice pour les malades. De l'autre côté, on voit un progrès incroyable des chimiothérapies, des immunothérapies, des radioembolisations, etc. Et finalement, la combinaison des deux, en tout cas les résultats qu'on a obtenus avec ces traitements de préparation, justifient qu'on continue à développer cette chirurgie agressive, extrême, enfin on l'appelle comme on veut. Mais je trouve que c'est une belle observation. Moi, j'ai une question un peu provocatrice, je dirais vis-à-vis aussi des experts. Bon, on voit très bien que la chirurgie, avec tous les efforts qui sont faits, eh ben, finalement, c'est une maladie agressive et il y a beaucoup de récidives. Est-ce que vous pensez à terme qu'il pourrait y avoir des indications de transplantation
pour des tumeurs à ce moment-là, soyons clairs, non résécables ou vraiment très difficiles à réséquer, atropisme hilaire, etc., sachant que dans les cholangiocarcinomes intrahépatiques sur cirrhose, eh bien, on est en train d'ouvrir un tout petit peu, non pas la porte, mais la fenêtre, je dirais, vers la possibilité de transplanter des tumeurs qu'à partir du moment où elles sont petites, mais développées sur cirrhose. Là, on est dans un cas de figure un peu différent, puisque là, en l'occurrence, dans cette observation, c'était un foie sain, ou en tout cas un foie non cirrhotique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, écoute, pardon de prendre la parole là, Ahmed, tu permets? Je ne suis pas l'expert attitré, excuse-moi. Euh, et, euh, L'indication de transplantation hépatique pour cholangiocarcinome intrahépatique non résécable est maintenant quelque chose qui vient au-devant de la scène depuis les deux papiers du MD Anderson de Nicolas Vauté, là, qui avait montré que quand les malades étaient parfaitement préparés avec une radioembolisation, une chimiothérapie préopératoire, qu'ils étaient jeunes, qu'on s'était assuré par le recul qu'il n'y avait pas de métastase, qu'on avait fait un picking ganglionnaire pour être sûr qu'il n'y avait pas de micrométastase dans le pédicule, bien la transplantation hépatique donnait de bons résultats. Quand je dis bons résultats, on était au-dessus de 50% à 5 ans. Bon, ce ne sont pas des séries extraordinaires. Le premier papier dans le Lancet, il y avait 6 malades. Autrement dit, rien, mais c'était tellement joli et tellement bien fait, tellement bien préparé, qu'on s'est tous dit, ben voilà, quand on prépare les malades à la transplantation, quand on prend un petit peu de recul, quand on s'assure qu'il n'y a pas de diffusion extrahépatique de la maladie, la transplantation vaut le coup. Alors, pour te dire, à Rennes, on se bat pour greffer ce type de malades lorsqu'ils sont jeunes. On propose la transplantation plutôt que la résection. Il nous est même arrivé de proposer la transplantation alors que la résection était possible lorsque les malades étaient très jeunes, parce que ce sont des tumeurs qu'on peut découvrir à l'âge de 30 ans, hein, on a un cas il n'y a pas très longtemps. Moi, je crois beaucoup à l'indication de greffe de foie dans ces situations, à condition, bien sûr, que les malades soient préparés. Et puis, il y a des situations où on comprend rien du tout. À propos d'un cas, on a eu à greffer un jeune homme de 35 ans, des restaurateurs qui se portaient bien et chez qui on découvre un énorme cholangiocarcinome intrahépatique manifestement pas résécable. Alors on a été vers la transplantation à titre compassionnel. On l'a transplanté après avoir fait de la radiothérapie interstitielle, après avoir fait de la chimiothérapie. Je crois qu'on doit être à 6 ou 7 ans maintenant, donc il se porte comme le pont neuf, il va très bien. Il est guéri hein, pour l'instant. Et l'examen anatomopathologique de la pièce d'exérèse montrait qu'il y avait une cinquantaine de métastases intrahépatiques autour de la tumeur principale qu'on ne voyait pas. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas encore très bien. Et contre-indiquer comme ça la greffe au prétexte que les malades vont être immunosupprimés, que c'est du cancer, que c'est ceci, me paraît un petit peu léger et incite, en tout cas c'est notre avis, à nous battre pour essayer de trouver une solution, y compris par la transplantation dans des situations telles que celle-ci. Non, mais Le je point, suis si tout à j'ose fait dire, c'est d'accord. d'avoir la validation de cette indication. Et du coup, ça ouvre aussi la possibilité d'une étude prospective avec des critères qu'on définirait tous et qui seraient faites peut-être au sein de la CHBT sur tous les centres de transplantation. Parce qu'effectivement, nous, jusqu'à maintenant, on a considéré que c'était une contre-indication absolue et en se disant en plus qu'on n'aurait pas de greffon si on demandait un greffon pour une indication de ce type, en tout cas sur foie sain. Mais c'est intéressant, l'expérience que tu rapportes, Karim, même si elle se limite à quelques cas, est extrêmement intéressante, hein. Je pense qu'il faut peut-être tous se réunir autour d'une étude prospective, et je pense que la BM serait d'accord pour nous suivre à partir du moment où on est tous d'accord et on propose des critères de sélection assez solide. Ah ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Karim. Par définition, le cholangiocarcinome intrahépatique ne naît pas simultanément avec des métastases ganglionnaires ou des métastases extrahépatiques. Je suis tout à fait d'accord avec les réserves que tu as données, ce qui veut dire que le dénominateur sera énorme.
pour pouvoir sélectionner ce malade qui se porte bien sur le Pont-Neuf, il va falloir en voir beaucoup. Le dénominateur est énorme. Et beaucoup de malades vont passer sous le pont. Tout à fait, tout à fait. Alors, Etem me rappelle qu'il y a un PHRC là, qui a été déposé et accepté par François Cauchy avant qu'il parte à Genève sur justement les transplantations des cholangiocarcinomes intrahépatiques non résécables, il me semble. Donc, ça vaut le coup de savoir où ça en est. Est-ce que c'est un Ah oui. PHRC qui va continuer ou pas? Est-ce qu'il faut le représenter? Est-ce qu'il faut le reprendre en main? Peut-être. Voilà. Il faut voir Ahmed, s'il n'a pas François. déposé son protocole dans une banque suisse et qu'on voit si on peut le récupérer. Il a laissé un oncologue. Il est à Genève, pas à Zurich, hein. Ah, d'accord. C'est surveillé, là. Ahmed, qu'est-ce que tu en penses? Micro. On ne t'entend pas. Micro? Tu n'as pas mis ton micro. Ouais, je disais donc, je pense qu'il n'y a pas un, mais des cholangiocarcinomes. Et on l'a évoqué dans la présentation de Pierluigi, je pense que la place de la biologie moléculaire avec les mutations qui donnent des résultats extraordinaires avec certains traitements d'immunothérapie actuellement, je pense qu'il y a sûrement une place à une analyse à la patte plus poussée avant de proposer ces patients à transplantation. Parce qu'on voit bien que l'exemple que donne Karim Boudjema, c'est-à-dire qu'il y a des cas très particuliers, des malades qui ne progressent pas, et c'est pas je pense que c'est sûrement pas les mêmes maladies d'une tumeur à l'autre. Donc, il y a sûrement une place, la transplantation, mais avec une analyse moléculaire qui est probablement qui doit avoir sa place probablement en amont, quoi. Petite anecdote encore, parce que c'est comme ça que commencent les grandes histoires. J'ai opéré il y a 12 ans une femme de 50 ans, greffée d'un cholangiocarcinome intrahépatique non résécable. Donc, elle est vivante, on est à 12 ans de la greffe, mais j'ai dû la réopérer il y a 2 ans pour une récidive à 10 ans dans le greffon d'un cholangiocarcinome intrahépatique. Donc, vraiment, ce sont des histoires qui sont très, très surprenantes et qui vont dans le sens de ce que dit Ahmed. Il n'y a pas une tumeur qui évolue toujours de la même façon, il y a des tumeurs et les progrès viendront de notre capacité à savoir les distinguer. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions brûlantes, merci beaucoup Pierluigi, Monsieur Ayav et Monsieur Boudjema, Monsieur Adam, pour votre présence. Moi, je voulais féliciter Pierluigi parce que c'est un exercice qui n'est pas facile, qu'il a brillamment mené. Donc, félicitations Pierluigi pour cette très belle présentation, cette mise au point très claire et ce très beau film. Voilà, je voulais te féliciter pour tout ça. Parfait, merci à l'équipe de Paul Brousse. Alors, pour informer ceux qui nous écoutent, on était à un moment 50, un peu plus de 50 autour de cette présentation, donc ce qui est un beau score. On se retrouve en début d'année prochaine. Vous serez informés du programme. Cette année, on a prévu de faire 4 grandes rounds, donc tous les 3 mois. On en était à 3, ça va être 4 maintenant. On va augmenter parce que la formule a beaucoup de succès. Et puis, franchement, je trouve qu'on apprend énormément de choses à travers ces très belles observations documentées et bien documentées. Merci aussi, Luigi. Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir. Merci. À bientôt. Merci à vous tous. Bientôt. Au revoir, Merci, à très bonne soirée à bientôt. tous. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir.